Alfred est mort lundi soir à minuit. Je l'ai enterré hier et je suis revenu. Je l'ai gardé pendant 2 nuits. Je l'ai enseveli dans son drap. Je lui ai donné le baiser d'adieu et j'ai vu souder son cercueil. J'ai passé là 2 jours, larges. En le gardant, je lisais les religions de l'Antiquité de Creuseur. La fenêtre était ouverte. La nuit était superbe. On entendait les chants du coq et un papillon de nuit voltigeait autour des flambeaux. Jamais je n'oublierai tout cela. Ni l'air de sa figure, ni le premier soir à minuit, le son éloigné d'un cor de chasse qui m'est arrivé à travers les bois. La dernière nuit, j'ai lu les feuilles d'automne. Je tombais toujours sur les pièces qu'il aimait le mieux, ou qui avaient trait pour moi aux choses présentes. De temps à autre, je me levais et j'allais lever le voile qu'on lui avait mis sur le visage, pour le regarder. J'étais enveloppé moi-même d'un manteau qui a appartenu à mon père, et qu'il n'a mis qu'une fois, le jour du mariage de Caroline. Je l'ai soulevé, retourné et enveloppé. L'impression de ses membres froids et raides m'est restée toute la journée au bout des doigts. Il était horriblement putréfié. Les draps étaient traversés. Nous lui avons mis 2 linceuls. Le brouillard était blanc. Les bois commençaient à se détacher dedans. Les 2 flambeaux brillaient dans cette blancheur naissante. 2 ou 3 oiseaux ont chanté, et je me suis dit cette phrase de son Bélial. Il ira, joyeux oiseau, saluer dans les pins le soleil naissant. Ou plutôt j'entendais sa voix qui me la disait. Et toute la journée j'en ai été délicieusement obsédé. L'office a été atroce de longueur. Au cimetière, la terre était grasse. Je me suis approché sur le bord et j'ai regardé une à une toutes les pelletées tombées. Il m'a semblé qu'il en tombait 100 000. Quand le trou a été bouché, j'ai tourné les talons et je m'en suis retourné en fumant, ce que Boivin n'a pas trouvé convenable. Pour revenir à Rouen, je suis monté sur le siège avec Bouillet. La pluie tombait raide. Les chevaux allaient au grand galop. Je criais pour les animer. Voilà, pauvre vieux, ce que j'ai vécu depuis mardi soir. J'ai eu des aperceptions inouïes et des éblouissements d'idées intraduisibles. Un tas de choses me sont revenues avec des chœurs de musique et des bouffées de parfum. Un de ces derniers jours, comme la fenêtre était ouverte et que le soleil entrait dans sa chambre, il a dit « Fermez-la, c'est trop beau, c'est trop beau ». Il y a des moments, cher Maxime, où j'ai bougrement pensé à toi et où j'ai fait de tristes rapprochements d'images. Adieu, pauvre cher vieux, 1000 tendresses. Je t'embrasse et j'ai une rude envie de te voir, car j'ai besoin de dire des choses incompréhensibles. À toi.
Je te sais bien gré, mon cher Gustave, de m'avoir envoyé Salammbô. Et c'est sous l'impression d'un double plaisir que j'ai tout d'abord ouvert ce livre. J'y voyais la preuve du souvenir d'un vieux camarade, dont l'affection et les sympathies me sont toujours chères. Puis, l'œuvre à peine parue était déjà célèbre, et j'avais la certitude de passer des heures charmantes au milieu de cet antique Carthage, si bien ressuscité par tes soins. Depuis quelques jours, Salammbô ne nous a pas laissé le loisir de causer. Aussitôt le dîner fini, nous nous groupons autour du feu. Je prends le livre et je commence la lecture. Mon fils Guy n'est pas le moins attentif. Tes descriptions, si gracieuses souvent, si terribles parfois, tirent des éclairs de ses yeux noirs. Et je crois vraiment que le bruit des batailles et les hurlements des éléphants retentissent à ses oreilles. Mes enfants grandissent et se développent. L'aîné est presque un homme par l'intelligence, et je suis obligé de travailler avec lui, moi qui ne suis plus qu'une ignorante. Je me remets à l'étude avec ardeur. Cela m'amuse et me fait du bien. C'est avec une bonne poignée de main que je te dis adieu, mon cher Gustave, et j'y joins une nouvelle et vive assurance de mon attachement pour toi, et les tiens. Embrassade de mes fils pour la gentille Caroline, et amitié de ma mère pour vous trois. Ta bonne lettre m'a bien touché, ma chère Laure. Elle a remué en moi des vieux sentiments toujours jeunes. Elle m'a apporté, comme sur un souffle d'air frais, toute la senteur de ma jeunesse, où notre pauvre Alfred a tenu une si grande place. Ce souvenir-là ne me quitte pas. Il n'est point de jour, et j'ose dire presque point d'heure, où je ne songe à lui. Je connais maintenant ce qu'on est convenu d'appeler les hommes les plus intelligents de l'époque. Je les toise à sa mesure et les trouve médiocres en comparaison. Je n'ai ressenti auprès d'aucun d'eux l'éblouissement que ton frère me causait. Comme je l'aimais, je crois même que je n'ai aimé personne, homme ou femme, comme lui. J'ai eu, lorsqu'il s'est marié, un chagrin de jalousie très profond. Ça a été une rupture, un arrachement. Pour moi, il est mort 2 fois, et je porte sa pensée constamment comme une amulette, comme une chose particulière et intime. Combien de fois dans les lassitudes de mon travail, au théâtre, à Paris, pendant un entr'acte, ou seul à Croisset au coin du feu, dans les longues soirées d'hiver, je me reporte vers lui. Je le revois, et je l'entends. Je me rappelle avec délice et mélancolie tout à la fois nos interminables conversations, mêlées de bouffonneries et de métaphysique, nos lectures, nos rêves et nos aspirations si hautes. Si je vaux quelque chose, c'est sans doute à cause de cela. J'ai conservé pour ce passé un grand respect. Nous étions très beaux. Je n'ai pas voulu déchoir. Je vous revois tous dans votre maison de la Grande Rue, quand vous vous promeniez en plein soleil sur la terrasse, à côté de la voilière. Combien il me serait doux de causer de tout cela avec toi, ma chère Laure. Nous avons été bien longtemps sans nous revoir, mais j'ai suivi de loin ton existence et participé intérieurement des souffrances que j'ai devinées. Je t'ai comprise, enfin. C'est un vieux mot, un mot de notre temps, de la bonne école romantique. Il exprime tout ce que je veux dire, et je le garde. Embrasse tes fils de ma part, et à toi, ma chère Laure, avec 2 très longues poignées de main. La meilleure pensée de ton vieil ami, Gustave.
Mon cher camarade, j'entends parler de toi si souvent qu'il me faut à mon tour donner signe de vie, et que je viens te dire merci, de toute mon âme et de tout mon cœur. Guy est si heureux d'aller chez toi tous les dimanches, d'être retenu pendant de longues heures, d'être traité avec cette familiarité si flatteuse et si douce, que toutes ces lettres disent et redisent la même chose. Le cher garçon me raconte sa vie de chaque jour. Il me parle de ceux de nos amis qu'il retrouve à Paris, et des distractions qu'il rencontre sur son chemin. Puis, invariablement, le chapitre finit ainsi. Mais la maison qui m'attire le plus, celle où je me plais mieux qu'ailleurs, celle où je retourne sans cesse, c'est la maison de Monsieur Flaubert. Et moi, je me garde bien de trouver cela monotone. Je ne saurais dire, au contraire, combien j'ai de plaisir à lire ces lignes, qui ne changent un peu que dans la forme, et à voir mon fils accueilli de la sorte chez le meilleur de mes vieux amis. N'est-ce pas que je suis bien pour quelque chose dans toute cette bonne grâce ? N'est-ce pas que le jeune homme te rappelle 1000 souvenirs de ce cher passé où notre pauvre Alfred tenait si bien sa place ? Le neveu ressemble à l'oncle, tu me l'as dit à Rouen, et je vois, non sans orgueil maternel, qu'un examen plus intime n'a pas détruit toute l'illusion. Si tu voulais me faire bien plaisir, tu trouverais quelques minutes pour me donner toi-même de tes nouvelles. C'est si bon de voir que l'on n'est point oublié, de sentir que la solitude ne vous isole pas tout à fait et qu'elle ne saurait toucher à la véritable amitié. Et puis, tu me parlerais de mon fils. Tu me dirais s'il t'a lu quelques-uns de ses vers et si tu penses qu'il y ait là autre chose que de la facilité. Tu sais combien j'ai confiance en toi. Je croirai ce que tu croiras et je suivrai tes conseils. Si tu dis oui, nous encouragerons le bon garçon dans la voie qu'il préfère. Mais si tu dis non, nous l'enverrons faire des perruques, ou bien quelque chose comme cela. Parle donc bien franchement à ta vieille amie. À toi, Laure Le Poitevin, de Maupassant. Tu m'as prévenu, ma chère Laure, car depuis un mois, je voulais t'écrire pour te faire une déclaration de tendresse à l'endroit de ton fils. Tu ne saurais croire comme je le trouve charmant, intelligent, bon enfant, sensé et spirituel. Bref, pour employer un mot à la mode, sympathique. Malgré la différence de nos âges, je le regarde comme un ami. Et puis, il me rappelle tant mon pauvre Alfred. J'en suis même parfois effrayé, surtout lorsqu'il baisse la tête en récitant des vers. Quel homme c'était celui-là! Il est resté dans mon souvenir, en dehors de toute comparaison. Je ne passe pas un jour sans y rêver. D'ailleurs, le passé, les morts, mes morts, m'obsèdent. Est-ce un signe de vieillesse? Je crois que oui. Il faut encourager ton fils dans le goût qu'il a pour les vers, parce que c'est une noble passion, parce que les lettres consolent de bien des infortunes, et parce qu'il aura peut-être du talent. Qui sait? Il n'a pas jusqu'à présent assez produit pour que je me permette de tirer son horoscope poétique. Et puis, à qui est-il permis de décider de l'avenir d'un homme? Je crois notre jeune garçon un peu flâneur et médiocrement âpre au travail. Je voudrais lui voir entreprendre une œuvre de longue haleine, fût-elle détestable. Ce qu'il m'a montré vaut bien tout ce qu'on imprime chez les Parnassiens. Avec le temps, il gagnera de l'originalité, une manière individuelle de voir et de sentir, car tout est là. Pour ce qui est du résultat, du succès, qu'importe. Le principal en ce monde est de tenir son âme dans une région haute, loin des fanges bourgeoises et démocratiques. Le culte de l'art donne de l'orgueil. On n'en a jamais trop. Telle est ma morale. Adieu, ma chère Laure, ou plutôt au revoir, car d'ici peu il faudra nous voir. Il me semble que nous en avons besoin. En attendant ce plaisir-là,
Je t'embrasse fraternellement. Gustave Flaubert. Quand il me reçut, il me fit asseoir et m'interrogea. Ma voix aussi, paraît-il, avait des intonations toutes semblables à celles de la voix de mon oncle. Et tout à coup je vis les yeux de Flaubert pleins de larmes. Il se dressa, enveloppé des pieds à la tête dans cette grande robe brune à larges manches qui ressemblait à un froc de moine, et levant ses bras, il me dit d'une voix vibrante de l'émotion du passé, « Embrassez-moi, mon garçon. Ça me remue le cœur de vous voir. J'ai cru tout à l'heure que j'entendais parler Alfred. » Et ce fut là certainement la cause vraie, profonde, de sa grande amitié pour moi. Il m'attira, m'aima. Ce fut, parmi les êtres rencontrés un peu tard dans l'existence, le seul dont je sentis l'affection profonde, dont l'attachement devint pour moi une sorte de tutelle intellectuelle. Au décès de Flaubert, j'ai fait sa toilette, terminée par une forte lotion à l'eau de Cologne. Je l'ai habillé d'une chemise, d'un caleçon et de chaussettes en soie blanche, des gants de peau, son pantalon à la hussarde, son gilet et son veston. Sa cravate, passée sous le col de sa chemise, formait un fort papillon. Ensuite, je lui ai fermé ses beaux yeux, brossé sa moustache et sa belle et forte chevelure. Plus la mort du pauvre Flaubert s'éloigne, plus son souvenir me hante, plus je me sens le cœur endolori et l'esprit isolé. Son image est sans cesse devant moi. Je le vois debout, dans sa grande robe de chambre brune qui s'élargissait quand il levait les bras en parlant. Tous ses gestes me reviennent. Toutes ses intonations me poursuivent. Et des phrases qu'il avait coutume de dire sont dans mon oreille comme s'il les prononçait encore. Ma pauvre mère, là-bas, a été bien frappée. Et il paraît qu'elle est restée toute seule enfermée dans sa chambre pendant 2 jours entiers, pleurant. Pour elle, c'est le dernier vieil ami disparu. Son affection disparue me semble avoir vidé le monde autour de moi.